Ce soir-là, l'huissier venait de refermer derrière elle la porte de la maison de son père. Il lui restait 72 € dans son portefeuille et 3 nuits payées à l'hôtel. Sa chienne l'attendait sur le trottoir mouillé, la laisse tendue contre la jambe. Elle s'est redressée sans aboyer quand la jeune femme est descendue les marches, et elle a marché à côté d'elle comme si elle avait toujours deviné que cette soirée-là se terminerait ainsi. On lui a légué une falaise battue par l'Atlantique, une tour de granit fissurée, et le silence méfiant de tout un village qui détournait les yeux à son passage. Des cailloux et du vent a lâché sa belle-mère devant le notaire. Ça lui suffira. Mais sous ces pierres dont personne ne voulait, sa chienne a flairé quelque chose qu'elle n'avait pas encore compris. Et ce qu'elle a découvert en descendant dans l'obscurité a changé le sens d'une vie entière, pas seulement la sienne. Si vous avez déjà su ce que c'est de rester debout quand plus rien ne vous y contraint, cette histoire est pour vous. Restez jusqu'à la fin, abonnez-vous et confiez-moi en commentaire. Qu'est-ce qu'on n'a jamais pu vous arracher? La pluie tombait sur Rennes ce soir-là. Une pluie fine et patiente qui semblait vouloir laver la ville de ses vieilles rancunes. Margot Lefebvre se tenait sur le trottoir, devant le numéro 14 de la rue de Coëtquen, la valise à ses pieds, la laisse de sable serrée dans la main. Derrière elle, la porte venait de se refermer avec ce petit claquement sec, presque poli, dont les serrures anciennes ont le secret. Elle n'avait pas pleuré. Une larme peut-être, à l'instant où Hélène avait posé les clés sur la console de l'entrée et lui avait dit, sans lever les yeux, « Tu comprendras qu'après tout ce que j'ai fait pour ton père, cette maison est à moi. » Une larme, une seule, aussitôt effacée du revers du poignet. Sable, elle, n'avait pas quitté sa maîtresse des yeux depuis le matin. La chienne, croisée de bosserons et d'épagnols bretons, aux poils noirs marqués de feu, sentait ces choses avant les humains. Elle avait grondé quand la femme en tailleur beige s'était présentée avec l'huissier. Elle avait attendu, immobile, pendant que Margot pliait ses affaires. À présent, sous la pluie, elle appuyait son flanc chaud contre la jambe de la jeune femme, comme si ce simple contact suffisait à retenir quelqu'un au bord d'un précipice. Margot avait 24 ans. Elle en paraissait 20, à cause de sa maigreur et de ses cheveux châtains toujours mal coiffés, et 28 à cause de ses yeux. Ses mains, elles, avaient l'âge d'un métier. Longs doigts, ongles courts, une petite tache d'encre brune près du pouce droit qui ne partait jamais tout à fait. Depuis l'âge de 10 ans, elle passait ses samedis à l'atelier de son père Étienne, à trier des feuillets, à préparer des pâtes de comblement, à observer la lumière tomber sur du papier vergé. Elle avait appris à respirer lentement pour ne pas soulever la poussière des vieux documents. On lui avait appris la patience avant les mots. Étienne était mort 2 ans plus tôt. Une insuffisance cardiaque, un dimanche matin, dans le fauteuil de l'atelier, une loupe encore à la main. Il avait 58 ans. Il avait laissé un testament simple, écrit à l'encre bleue, 2 paragraphes limpides. La maison, l'atelier et les livres à sa fille. Rien à Hélène, sa seconde épouse depuis 8 ans, sauf le mobilier de leur chambre commune et la voiture. Il l'avait dit, il l'avait signé, il avait déposé la feuille chez Maître Rosen à Rennes. 6 mois plus tard, un codicille avait fait surface. Une feuille manuscrite, datée 3 semaines avant la mort d'Étienne, où la main du défunt tremblait un peu plus qu'à son habitude. Hélène y devenait légataire universel. Un expert graphologue, mandaté par Hélène elle-même, avait conclu à l'authenticité. Le juge, ce matin-là, avait donné raison à la belle-mère et autorisé Margot à emporter ses effets personnels. Le manteau de laine d'Étienne, celui qu'il mettait pour aller à Quimper autrefois, n'en faisait pas partie. Il pendait encore au porte-manteau. Margot l'avait pris quand même. Personne n'avait osé lui reprocher ce geste. Elle marcha jusqu'à un petit hôtel de la rue Vasselot, paya 3 nuits avec ce qui restait sur son compte, monta jusqu'à la chambre sans un mot. Sable but longuement dans la cuvette de la salle de bain, puis se coucha près du radiateur. Margot posa la valise sur le lit et sortit le manteau. Il sentait le tabac gris de son père et la mère. Allez savoir pourquoi. C'est dans la poche intérieure qu'elle trouva l'enveloppe. Un rectangle jauni, à peine froissé, sur lequel étaient tracés en écriture soignée les mots suivants. Étude de maître Kervella, Quimper, à l'attention d'Étienne Lefebvre,
à faire suivre à mademoiselle Margot Lefebvre en cas d'empêchement. Le cachet de la poste datait de 13 mois plus tôt. La lettre n'avait jamais été ouverte. Étienne, dans les derniers mois de sa vie, s'était mis à oublier des choses. Elle décacheta lentement. Le papier crissa comme du feuillage sec. Le confrère notaire l'informait, en termes courtois, que son oncle par alliance, M. Aurélien Perrin, s'était éteint le 3 novembre précédent à son domicile de Pennard-Rose, dans le Finistère, à l'âge de 88 ans. Au terme du testament holographe dont il lui avait confié la garde en 1987, mademoiselle Margot Lefebvre se trouvait désignée comme unique héritière de ses biens immobiliers, à savoir la parcelle comportant un phare désaffecté et sa maison de gardien attenante. Les charges de succession, hormis frais notariaux forfaitaires de 47 €, étaient acquittées par le legs lui-même. Margot relut 3 fois. Aurélien Perrin. L'homme de la tour. Elle se souvenait à peine du nom, prononcé une fois par son père, un soir, dans un rire un peu triste. Un grand-oncle du côté maternel. Un original. Un homme qui n'était descendu du phare que pour enterrer son propre frère. Elle regarda Sable. La chienne s'était redressée sur les pattes avant, oreilles pointées, comme si elle avait compris chaque mot. « On va voir un phare » murmura Margot. Sable battit la queue une fois, une seule. Le lendemain, elle prit le premier train pour Quimper. Elle laissa sa valise en consigne, garda seulement le manteau de son père et la chienne au bout de sa laisse. L'étude de maître Kervella se trouvait rue du Guéaudet, dans une maison à colombage penchée d'un côté, comme fatigué. Le notaire l'attendait, un homme sec et courtois, aux cheveux gris coupés courts, à la voix basse. Il fit asseoir Margot, offrit un bol d'eau à Sable, ouvrit un dossier de carton bouilli fermé par un lacet rouge. « Mademoiselle, dit-il, je vous prie d'excuser le retard. » Cette lettre n'aurait jamais dû rester sans réponse. Votre père, à l'époque, souffrait déjà, je crois. Il ne me l'a jamais dit, répondit-elle. Il ne l'a peut-être jamais lu. Le notaire fit glisser sur le bureau une photographie noire et blanche. On y voyait un phare de granit gris, trapu, planté sur un mort de falaise, avec au loin la ligne pâle de l'Atlantique. Le phare de la Louve, dit-il. Construit en 1863, désaffecté par les phares et balises en 1978. Votre grand-oncle Aurélien y a vécu jusqu'à sa mort. Il refusait l'électricité de la commune, il chauffait au bois, il n'avait qu'un poste de radio. On l'appelait le fou de la tour. Il ne l'était pas, Margot ne dit rien. Elle regardait la pierre, la lanterne éteinte, la petite maison de gardien blottie contre la base comme un enfant contre une jambe. Les frais s'élèvent à 47 €, poursuivit maître Kervella. Vous pouvez signer aujourd'hui, ou refuser. Beaucoup refuseraient. Elle sortit son portefeuille sans hésiter. Elle avait exactement 72 € et 2 tickets de bus. Elle paya, signa, contre-signa. La chienne posa la tête sur son genou. Le notaire raccompagna Margot jusqu'à la porte. Il hésita sur le seuil, puis, à voix plus basse, « Mademoiselle, un dernier mot, si vous permettez. Un promoteur est venu me voir 3 fois cette semaine. 3 fois. Il voulait savoir qui héritait. Il n'a pas obtenu de réponse, mais il reviendra. Prenez garde à ce que vous signez désormais, et ne restez jamais seul là-haut la nuit sans savoir qui monte le chemin. » Margot hocha la tête. Dans la rue, la pluie avait cessé. Sable renifla longuement le vent de l'ouest, celui qui vient du bout du monde. Elle avait déjà choisi son cap. Le lendemain matin, le train pour Douarnenez sentait le café tiède et le mouillé des manteaux qui sèchent. Margot avait pris un billet de seconde classe, une baguette pour la route, un os de bœuf pour Sable. La chienne s'était installée à ses pieds sans un bruit, la tête posée sur la valise, les yeux à demi fermés, comme si elle savait, elle aussi, que ce voyage-là n'aurait pas de retour. Elle regarda défiler les vaches, les talus, les clochers ardoisés, les calvaires de granit dressés au carrefour. À Quimper, elle changea pour un car qui la déposa 2 heures plus tard sur la place d'un village qu'on n'aurait pas trouvé sur beaucoup de cartes. Pennard-Rose, 300 habitants, un port minuscule, un bureau de poste ouvert 2 matinées par semaine.
Une chapelle blanche coiffée d'un petit clocher-mur. Et, dominant tout, à 1 kilomètre au nord, la silhouette d'une tour grise qu'on devinait à travers la brume. Il tombait cette pluie fine et lente qui ne mouille pas d'un coup, mais qui vous accompagne des heures. Les ruelles étaient pavées de granit lisse et humide. Des filets bleus séchaient contre les murs, alourdis d'algues. Des maisons basses, blanches à volets bruns, se serraient les unes contre les autres pour se tenir chaud. Ça sentait l'iode et le bois brûlé. Margot descendit du car, la laisse dans une main, la valise dans l'autre. Un vieil homme sur un banc, casquette enfoncée jusqu'aux sourcils, la regarda passer sans un mot. Une femme rentra une chaise à l'intérieur. Elle traversa la place et poussa la porte de la boulangerie. La clochette tinta. Une odeur de beurre chaud, de froment et de kouign-amann la saisit. Et pour la première fois depuis la veille, elle eut faim. La boulangère était une femme d'une 60aine d'années, forte, joues rondes, tablier fariné jusqu'au coude. Elle levait un joli sourire prêt à servir. Puis Margot, qui n'était pas d'ici et le savait, se présenta. « Bonjour, madame, je viens prendre possession du phare. Je m'appelle Margot Lefebvre. Ma mère était née Perrin. » Le sourire ne tomba pas d'un coup. Il se figea, simplement, comme une pâte trop travaillée. La femme baissa les yeux vers le pain qu'elle tranchait. « Perrin, dit-elle doucement. Vous êtes de la famille du gardien. Aurélien était mon grand-oncle. » Ah. Elle lui tendit son pain sans un mot de plus. Elle rendit la monnaie en évitant de toucher les doigts de Margot. Sur le seuil, un vieux qui buvait un café serré près du comptoir cracha discrètement dans son mouchoir et détourna la tête. Margot salua, ressortit dans la pluie. Personne ne dit rien. Elle marcha jusqu'au port, le pain sous le bras. Le port de Penarroz n'était pas plus grand qu'une cour d'école. 3 bateaux blancs et bleus, 2 barques retournées sur le quai, une cale de pierres glissantes d'algues, quelques bouées rouges et blanches accrochées au muret. Un homme sec, très grand, en ciré jaune usé, réparait un casier à homard sur une caisse. Il avait le visage tanné, ridé comme un vieil almanach. Une petite pipe éteinte au coin des lèvres, des yeux gris pâles. Il devait avoir 75 ans. Il ne leva pas les yeux quand elle passa. Il attendit qu'elle fût à 3 pas, puis il dit d'une voix rauque « Petite ». Elle s'arrêta. Ton grand-oncle n'était pas fou. Elle attendit la suite. Elle ne vint pas tout de suite. Il posa son couteau, alluma sa pipe avec des gestes lents. Il gardait quelque chose, reprit-il. Je ne sais pas quoi. Personne ne sait quoi. Mais il gardait. Et c'est pour ça qu'il ne descendait pas. Toi, tu as ses yeux. Fais attention là-haut. Elle voulut demander qui il était. Il l'avait devancé. Yannick Le Goff. J'allais pêcher avec ton grand-père. C'était un homme droit. Ton grand-oncle aussi, à sa manière. Ton père Étienne, je l'ai vu une fois, à l'enterrement du vieux Joseph. Un garçon calme, un vrai Perrin. Margot hocha la tête, ne trouva pas de mots. Yannick tira sur sa pipe, souffla un nuage lent. Si t'as besoin, la maison bleue au fond du port, c'est la mienne. Et t'as pas à frapper. Sable, sans qu'on lui demandât rien, s'était approché du vieux et lui reniflait la main. Le pêcheur lui gratta l'oreille avec un naturel de quelqu'un qui a vécu toute sa vie près des chiens. « Elle a de la mémoire, celle-ci, » murmura-t-il. « Écoute-la avant de t'écouter toi-même. » Puis, il reprit son couteau, comme si rien n'avait été dit. Margot quitta le port. Le chemin des douaniers montait à flanc de côte, entre les ajoncs mouillés et les fougères couchées par le vent. Sable avançait devant, le nez collé au sentier, remuant la queue chaque fois qu'un cormoran s'envolait de la falaise. La pluie s'espaça, laissa place à un vent salé qui coupait les joues. Au-dessus, les mouettes crièrent de cette voix rauque qu'ont les mouettes bretonnes, ni plaintive ni gaie, simplement présente. Le sentier tournait, redescendait, remontait. Et puis, au bout d'un dernier virage, elle apparut. Le phare de la Louve. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, et plus abîmé. 32 mètres de granit gris, une lézarde longue le long de la façade sud, une lanterne de fer noir aveugle depuis un demi-siècle. Contre sa base, la maisonnette du gardien s'accrochait comme un enfant,
toit d'ardoise noire, 2 fenêtres étroites, une cheminée bouchée par un nid de choucas abandonné. La mer battait sous les rochers avec ce grondement profond qu'ont les fonds larges, non pas la vague qui claque mais la lame qui respire. Margot s'approcha. La porte de chêne massif, épaisse comme un bras, portait 3 serrures et un heurtoir de bronze en forme de tête de louve. Elle sortit de sa poche l'enveloppe cachetée que maître Kervella lui avait remise à Quimper. À l'intérieur, 3 clés froides, longues, forgées à la main. Sable, à côté d'elle, s'était mise à gronder. Un grondement grave, sourd, qui ne s'adressait ni à elle ni au phare. La chienne fixait la porte comme si, derrière, quelqu'un les attendait déjà. La première clé ne tourna pas. La deuxième non plus. La troisième, une longue tige à paneton en croix, entra sans effort, et le mécanisme céda avec un déclic profond, presque satisfait, comme si la serrure avait attendu quelqu'un depuis longtemps. Sable cessa de gronder. Elle poussa la porte du museau avant même que Margot eût fini de pousser du poing. L'intérieur sentait le tabac froid, la cire d'abeille et l'humidité. Ce n'était pas une odeur de ruine. C'était l'odeur d'une maison qui avait été habitée jusqu'à la dernière minute, puis abandonnée sans qu'on eût le temps de balayer. Un rail de lumière grise entra avec elle, éclaira un couloir étroit, un porte-manteau de bois brut, une paire de bottes à côté d'un parapluie noir. Au bout du couloir, une pièce basse, une cheminée de granit, un vieux fauteuil de cuir usé, une table couverte d'une nappe cirée jaunie, une bibliothèque du sol au plafond dont les livres, en rangs serrés, tenaient encore droit malgré la poussière. Margot avança lentement. Elle avait l'impression de marcher dans le silence même. Chaque planche craquait. Chaque respiration résonnait dans les hauteurs de la tour. Elle posa la valise à côté du fauteuil, laissa tomber le manteau de son père sur le dossier. Sable renifla les tapis, les coins, les pièces de meubles. Elle ne grondait plus. Elle inspectait. La cuisine, derrière une porte à petits carreaux, tenait dans 4 mètres carrés. Un évier de pierre, un fourneau à bois, un placard vitré où reposaient 3 assiettes ébréchées, 2 bols bretons à prénom. L'un disait Aurélien, l'autre disait Joseph. Margot passa le doigt sur le second bol, écarta la poussière du bout des lèvres. Joseph, c'était son arrière-grand-père, le gardien du phare pendant la guerre. Elle n'avait jamais vu son visage. Le bol l'attendait sur l'étagère depuis 50 ans. Elle monta l'escalier de bois. Marche usée en leur milieu, main courante polie par une paume qu'elle n'avait pas connue. Au premier étage, elle poussa une porte et s'arrêta net. C'était un atelier. Une longue table sous la fenêtre, éclairée par la lumière grise de la mer. Une loupe à pied, une lampe articulée aux 1000 articulations noires, un tapis de cuir vert où l'on posait les pièces fragiles. Des piles de papier japon soigneusement classées par grammage. Des pinceaux fins, alignés du plus large au plus fin, comme dans un tableau. Des flacons d'encre brune, d'encre ferrogalique, de gomme arabique. Une petite presse manuelle en fonte peinte en noir. Une armoire vitrée où reposaient des rouleaux enveloppés de mousseline. Sur un chevalet, un manuscrit à moitié restauré, une lettre du 19e siècle dont le déchirement du bord avait été comblé de pulpe à la main, si finement qu'on distinguait à peine la reprise. Margot serra la poignée de la porte. Elle ne se rendit pas compte, tout de suite, qu'elle pleurait. Une larme lui glissa jusqu'au menton. Elle ne l'essuya pas. C'étaient les outils de son père. Ce n'étaient pas les mêmes objets, bien sûr, mais c'étaient les mêmes gestes, la même main, la même patience à travers 2 générations. Elle comprit à cet instant qu'elle ne venait pas de découvrir un métier familial. Elle venait de retrouver une lignée. Sable la rejoignit dans l'atelier, se coucha au pied du chevalet et referma les yeux, comme si sa mission du jour était achevée. Cette première nuit, Margot dormit dans le fauteuil de cuir, la chienne roulée en boule sur ses pieds, un feu chétif dans la cheminée que Yannick lui aurait sans doute allumé plus large. Elle rêva de son père. Il ne parlait pas, il souriait seulement, et il posait un feuillet vierge devant elle en disant « À toi de continuer ». Elle se réveilla dans le bruit d'un moteur. Elle regarda l'heure.
9 heures moins le quart. Le chemin des douaniers, en principe, n'était pas carrossable. Elle s'approcha de la fenêtre étroite du rez-de-chaussée. Une berline noire, propre, absurdement propre pour la région, remontait par le sentier de service côté terre. 2 hommes en sortirent, l'un en imperméable beige, l'autre en costume gris ardoise, cravate bleue, souliers vernis qui allèrent être perdus avant midi. L'homme au costume s'approcha, très détendu, très souriant, comme s'il venait à un rendez-vous fixé. Il salua d'une légère inclinaison de la tête. « Mademoiselle Lefebvre, je présume. » Bertrand Colbert, directeur régional du groupe Cormoran. J'aurais aimé me présenter dans de meilleures conditions, mais j'ai appris votre arrivée hier et j'ai voulu vous éviter des démarches inutiles. Il avait un visage lisse, régulier, sans âge précis. Peut-être 45, peut-être davantage, des dents très blanches. Une montre discrète mais chère glissait sous le poignet gauche. Son regard, en revanche, ne souriait pas. Il évaluait, il chiffrait. « Je vous propose, poursuivit-il, 80 000 € comptant pour vous débarrasser de cette ruine. Je dis bien ruine, mademoiselle, et je pèse mes mots. La lézarde de la façade sud est classée désordre structurel depuis 2 ans. La lanterne peut tomber, la toiture cède. Un enfant qui monterait jouer là-haut, et ce serait un drame. La commune veut assainir. Nous voulons investir. Vous n'avez, si vous permettez, ni les moyens ni la vocation d'assumer une telle charge à votre âge. » Il attendit. Il savait attendre. Margot serra dans sa poche le trousseau de clés qu'elle n'avait pas eu le temps de reposer. « Je vous remercie, monsieur, » dit-elle avec une politesse très douce. « Je viens d'arriver. Je ne vends rien. » Le sourire de Colbert s'éteignit d'1 millimètre. Il inclina de nouveau la tête. « Réfléchissez, mademoiselle. J'ai appris qu'une procédure de péril imminent était déjà déposée à la préfecture. La commune peut vous obliger à faire les travaux vous-même. Devis à 100 000 au bas mot. Vous seriez ruiné avant l'hiver. » Il tendit une carte. Elle ne la prit pas. Il la déposa sur le muret avec la précaution d'un homme qui pose une mise. Puis il tourna les talons, remonta dans sa berline. La voiture disparut derrière la lande. Sable était sorti sans bruit et se tenait à 3 pas derrière Margot, oreille droite. Elle regarda encore un moment le chemin vide. Puis elle se détourna, comme si elle jugeait l'affaire close pour l'instant. Le soir venait à peine que quelqu'un remontait déjà le sentier. Un jeune huissier, souffle court, en costume noir mal coupé, une chemise à cacher en main. Il tendit le pli à Margot sur le pas de la porte, la fit signer, s'excusa presque, redescendit. Elle décacheta près du feu. L'acte introductif d'instance émanait d'un cabinet parisien, un certain maître Vidal, avocat au barreau de Paris. Sa cliente, madame Hélène Rocher, épouse en seconde noces du regretté Étienne Lefebvre, contestait la succession Perrin, en arguant que le legs du grand-oncle, ayant été fait au bénéfice de son défunt mari, puis, par substitution, à mademoiselle Margot Lefebvre, devait revenir de plein droit à la veuve légale, laquelle avait accompagné le défunt jusqu'à ses derniers instants. L'audience était fixée dans 6 semaines à Quimper. Margot resta longtemps immobile, la lettre sur les genoux. Sable, allongé devant la cheminée, releva la tête, tendue. 2 coups discrets furent frappés à la porte de chêne. Elle n'attendait plus personne. Elle se leva prudemment, la chienne collée à sa hanche. Les coups avaient été légers, précis, un peu comme les frappe quelqu'un qui sait qu'il dérange. Elle ouvrit d'un cran, la chaîne mise. Personne. La lande, la lanterne éteinte, le vent tiède du soir. Sur le seuil, un panier d'osier recouvert d'un torchon à carreaux bleus. Dedans, une miche de pain de campagne, un pot de rillettes de sardines, un morceau de beurre demi-sel enveloppé dans du papier ciré, une bouteille de cidre bouchée. Aucun mot, aucune carte. Margot se pencha, souleva le torchon. Sur l'anse du panier, elle reconnut la marque au fer chaud d'une boulangerie, celle de Solène Tanguy. Elle rentra le panier, s'assit près du feu, se coupa une tranche de pain. Sable posa la tête sur son genou, en attendant qu'un crouton lui revînt. Il tomba, comme il fallait. Dehors, le vent forcissait. Le lendemain matin, elle décida de commencer par la cave. C'était le seul endroit du phare où elle n'était pas encore descendue. Une porte basse, en dessous de l'escalier, fermait sur un boyau taillé dans le granit.
Elle prit une lampe torche, un balai, un vieux chiffon, et appela la chienne. Sable la suivit dans le couloir. Devant la porte basse, elle s'arrêta net. Elle gronda. Un grondement qu'on ne lui connaissait pas, plus profond que celui de la veille. Ses babines se retroussèrent. Le poil de son échine se hérissa en une ligne nette. Margot s'agenouilla, posa la main sur le poitrail chaud. « Qu'est-ce qu'il y a, ma belle ?» Sable ne répondit pas, forcément. Elle recula d'un pas, s'assit, refusa d'avancer. Margot ouvrit seule. Les marches descendaient sur 5 mètres environ, tournaient à angle droit, s'ouvraient sur une salle voûtée basse. Les murs suintaient l'humidité. Au fond, sur des cales de bois, dormaient encore 3 fûts de sel gris. Un vieux banc de charpentier occupait un angle, une pioche, une masse, un tas de gravats. Rien de très mystérieux. Elle inspira. Ça sentait la pierre mouillée et le salpêtre. Elle appela Sable une seconde fois. Rien. La chienne restait en haut de l'escalier, tête penchée, oreille droite. Alors Margot commença à balayer. 3 jours durant, elle nettoya. Elle sortit les gravats à la brouette, jeta le sel devenu compact, brossa les moisissures au mur. Chaque matin, elle appelait Sable pour l'accompagner. Chaque matin, la chienne descendait 2 marches, s'immobilisait, remontait en secouant les oreilles, allait s'asseoir près de la porte de la tour. Puis, le 4e jour, elle changea. Sable descendit, cette fois. Elle traversa la cave d'un trot bref, le nez au ras du sol, alla droit contre le mur ouest, y planta la truffe, gratta le mortier 1, 2, 3 fois. Puis elle regarda Margot par-dessus l'épaule. Ce regard-là, chez un chien, ne se traduit pas. Il oblige. Margot s'approcha. Le mur ouest, à cet endroit, avait l'air d'un mur ordinaire, pierre grossière, joint gris, aucune irrégularité visible. Elle passa la paume. Une pierre plate, plus large que les autres, semblait rapporter. Le mortier autour paraissait moins ancien que celui du reste de la cave. Elle recula, prit la lampe, éclaira en rasant. Une ombre, à peine perceptible, dessinait un rectangle. Elle prit une pointe et un marteau. Elle frappa doucement, précisément, à la manière que son père lui avait apprise pour ouvrir les cachettes des reliures anciennes. 3 heures durant. Le mortier céda par plaques. La pierre bougea. Elle la retint des 2 mains pour éviter qu'elle n'écrasât la chienne, la déposa au sol. Derrière, un renfoncement sec, si sec qu'elle sentit l'air en sortir chaud. Une niche d'une 30aine de centimètres. Au fond, un objet unique. Un coffret de fer blanc rectangulaire, scellé à la cire, 2 courroies de cuir craquelaient le ferrement en croix. Il n'était pas rouillé. Il n'était pas humide. Quelqu'un avait choisi cet emplacement en connaissance de cause. Margot le prit à 2 mains. Il pesait moins qu'elle ne l'aurait cru. Elle le remonta dans l'atelier, l'installa sous la loupe articulée. Sable s'assit contre le pied de la table, la tête haute, presque cérémonieuse. La jeune femme brisa la cire avec la lame plate qu'elle utilisait pour ouvrir les reliures. Elle défit les courroies. Elle souleva le couvercle. À l'intérieur, 3 choses. Un carnet à couverture de cuir sombre, épais comme un roman de gare, dont la tranche portait en lettres dorées à moitié effacées les mots « Journal de bord, le phare de la Louve, 1943 ». Un paquet de lettres, une dizaine peut-être, pliées en 4, écrites d'une même encre brune. Et, glissée entre 2 feuillets, une photographie de format carte postale. Elle prit la photographie en premier. C'était une image en noir et blanc, un peu grise, un peu fanée aux angles, prise en extérieur par un jour couvert. On y voyait un homme d'une 40aine d'années, mince, en manteau long ceinturé, chapeau à petits bords, lunettes rondes. Il tenait dans ses bras un enfant très jeune, peut-être 3 ans, coiffé d'un béret. L'homme regardait droit vers l'objectif. Il n'avait pas peur. Il avait l'air fatigué et grave, comme quelqu'un qui vient de prendre une décision qu'il n'aura pas à défendre plus tard, faute de temps. Au dos, à l'encre brune, quelques mots tracés d'une main pressée. Pour que l'on se souvienne. AP,
janvier 1944. Margot resta longtemps à regarder l'enfant. Elle ne le connaissait pas. Personne n'avait jamais mentionné cet enfant dans la famille. Personne non plus n'avait jamais mentionné un AP dans les carnets d'Étienne. Elle retourna la photographie, la reposa. Elle prit ensuite une des lettres du dessus, la déplia lentement. Elle s'attendait à du français. Elle trouva des lignes de caractères mêlées, groupes de 3 ou 4, séparés par des tirets, avec, en marge, une petite étoile à 5 branches, une petite lune, un petit compas à 4 pointes. Le compas. Son père, dans les marges de ses cahiers, dessinait toujours des compas à 4 pointes, depuis toujours. Elle avait cru, enfant, que c'était une manie. Puis, quand elle avait 12 ou 13 ans, il lui avait montré, un soir, un jeu de correspondance. Chaque pointe désignait un décalage dans l'alphabet, chaque symbole en marge, une clé de lecture. Un jeu, disait-il. Un jeu qu'il tenait d'un oncle bizarre. Le sang lui monta lentement aux tempes. Elle prit la lettre, la posa sous la loupe, sortit un crayon de bois taillé fin. Sa main tremblait légèrement. Sable, à ses pieds, ne bougeait plus. La chienne semblait comprendre qu'on venait enfin d'ouvrir la bonne porte. 3 nuits durant, Margot ne dormit pas, ou si peu. Elle se levait à 5 heures, allumait la petite lampe articulée, disposait les lettres dans l'ordre chronologique en cédant des dates gravées à l'intérieur de la couverture. Le journal de bord, elle l'ouvrait rarement. Il servait de clé. Aurélien y avait noté, en clair, mois par mois, la météo, les marées, les bateaux qui passaient. Mais en marge, à l'encre plus pâle, il avait indiqué de courts groupes de lettres qui correspondaient aux paragraphes chiffrés des lettres. Un renvoi, un système à double entrée. Un système que Margot comprit avec ses mains, avant même de le comprendre avec sa tête, parce qu'il ressemblait, trait pour trait, à la manière dont son père reconstituait les manuscrits médiévaux mutilés, retrouver la lettre absente par la logique du support, plus que par la logique du texte. Yannick venait chaque soir. Il montait le sentier des douaniers de son pas lent, poussait la porte sans frapper. Il avait pris cette liberté, et Margot la lui laissait volontiers, posait sur la table une bouteille thermos de café noir et 2 galettes de sarrasin enveloppées dans un linge. Il ne parlait pas. Il s'asseyait dans le fauteuil de cuir, la pipe éteinte à la main, sable à ses pieds, et il regardait Margot travailler comme d'autres regardent la mer. Quand elle levait la tête pour dire quelque chose, il hochait la sienne. Quand elle se remettait aux chiffres, il fermait à demi les paupières. Il faisait le guet, en somme, à sa manière. La 4e nuit, elle comprit. Elle avait aligné sur le tapis vert de l'atelier 7 lettres décodées à l'encre légère au-dessus des feuillets d'origine. Toutes datées entre juin 1943 et mars 1944. Toutes signées d'une main qu'elle connaissait maintenant. Joseph Perrin, son arrière-grand-père, gardien du phare de la Louve. Les lettres n'avaient jamais été envoyées. Elles étaient adressées à un frère en Angleterre, un certain Louis Perrin, embarqué en 1940 avec les Français libres. Elles n'avaient jamais quitté la tour parce que les envoyer eût été une condamnation à mort pour tous. Ce que Joseph écrivait, dans ses lettres, c'était le journal secret d'un passeur. Le phare, désaffecté par les Allemands depuis 1941 mais surveillé, restait accessible aux gardiens qui en avaient officiellement la charge d'entretien. Joseph vivait dans la petite maison attenante. Sous couvert d'entretien, il pouvait recevoir des visiteurs à toute heure sans éveiller les soupçons. Il avait aménagé, dans l'ancienne salle des machines de la lanterne, un espace assez large pour cacher 2, 3, parfois 5 personnes à la fois, le temps qu'une barque de pêche vint les prendre par la calanque en contrebas et fit route vers Newlyn ou Falmouth. Joseph nommait rarement ses passagers. Prudence de guerre. Mais il indiquait leurs prénoms, leur métier, leurs âges, avec ce que Margot ressentait comme une tendresse contenue, presque paternelle. Un médecin de 38 ans, plutôt gai malgré tout, dessine bien à la plume. Une institutrice de 24 ans, sait 5 langues, part avec ses 2 enfants et un cabas de linge. Un vieil homme, tailleur, 15 aiguilles cousues dans la doublure de son gilet, ne veut pas les laisser derrière.
27 passages en 18 mois. 27 familles. Toutes parties, sauf une. La 6e lettre parlait des Aronovitch. Léon, 44 ans, professeur au lycée Charlemagne à Paris, arrivé à Pennar-Rose un soir d'octobre 1943 avec sa femme Sarah, 38 ans, et leur fils David, 3 ans. Ils avaient franchi la ligne à pied depuis Bourges avec un passeur payé cher, ils avaient traversé la Bretagne dans la remorque d'un maquignon, ils avaient dormi 3 nuits dans la sacristie d'une chapelle de Sizun, puis Joseph les avait recueillis dans la maisonnette. Une barque devait les emmener le surlendemain. Le vent tourna. La mer se leva. La barque ne vint pas. Le lendemain, Léon fit ce que font les hommes qui savent. Il prit Joseph à part. « Je n'ai plus confiance dans le temps », écrivait Joseph en rapportant ces mots. « Ma femme et mon fils partiront à la prochaine occasion, je veux le croire. Moi, je crois que je n'aurai pas cette occasion-là. Alors, gardien, si vous acceptez, gardez pour eux ce que j'ai pu sauver, jusqu'à ce qu'ils reviennent. S'ils reviennent. Et s'ils ne reviennent pas, gardez pour leurs enfants. Et si leurs enfants ne reviennent pas, gardez pour ce que la mémoire pourra encore garder. Je vous fais confiance parce que je n'ai plus le choix, mais aussi parce que je vois vos mains, monsieur Perrin, et je sais qu'elles ne se salissent pas. » Léon avait déposé un coffret et 2 boîtes de métal. Un dépôt pour ses enfants, s'ils survivaient. Sarah et David embarquèrent 3 jours plus tard, par une nuit de brume, dans la barque du vieux Youengenek. Léon, lui, resta au phare 1 semaine encore, disant à Joseph qu'il ne voulait pas peser sur la traversée d'une femme et d'un enfant, et qu'il partirait au voyage suivant. Le voyage suivant n'eut pas lieu. Léon fut arrêté à Quimper, où il était retourné chercher des faux papiers sous un nom d'emprunt. Il fut envoyé à Drancy. Il n'en revint jamais. Sarah, elle, atteignit l'Angleterre avec David. Elle envoya, 1 an plus tard, une lettre à Joseph. Une lettre codée aussi. Joseph la reçut sans y répondre. Il n'avait aucun moyen sûr. Il rangea la lettre avec les autres. Il attendit. Après-guerre, il chercha à retrouver Sarah. Elle avait quitté l'Angleterre. On disait Israël, on disait le Canada, on disait Paris. Personne ne savait. Joseph mourut en 1971, sans avoir jamais retrouvé la moindre trace des Aronovitch survivants. C'est Aurélien, son fils, qui reprit la garde. À 18 ans, il fit à son père une promesse. Il ne l'écrivit qu'à l'ultime page du journal, 50 ans plus tard. Il m'a fait jurer, sur son lit, que je garderais ce qui avait été confié tant qu'il resterait un vivant qui pourrait le recevoir. Je n'ai pas su chercher aussi bien que je l'aurais dû. Les années ont passé. J'ai vieilli dans cette tour. On m'a pris pour un fou. Je ne le suis pas. Je suis un homme qui n'a pas failli à sa parole. Que celui qui lira ceci, un jour, comprenne. Le vrai trésor n'est pas ce qui brille, c'est ce que l'on rend. Margot referma le carnet. La lampe grésilla. Elle porta la main à sa bouche, non pour pleurer, mais pour ne pas parler à haute voix, comme si, à cette heure-là, dans cette pièce-là, prononcer un mot eût été une profanation. Sable, tout ce temps, s'était couché sur le manteau de son père. Elle releva la tête. Ses oreilles pivotèrent vers la porte. Un bruit, en bas dans le village, montait à travers la lande. Ce n'était pas le vent. C'étaient des cris confus, et, derrière, la sirène grave des pompiers. Margot dévala l'escalier de bois, prit son manteau au vol, ouvrit la porte de chêne. Sable la précéda sur le sentier. Le ciel, au-dessus du village, portait une lueur orange sale qu'on ne voyait ni au coucher ni au lever. Une odeur âcre montait avec le vent d'ouest. Ce n'était pas du bois de mer qui brûle, c'était plus lourd, plus gras, plus laid. Elle courut jusqu'à la place. Des voisins en manteau jetés sur le pyjama se tenaient en demi-cercle, main devant la bouche. La boulangerie de Solène brûlait. Les flammes sortaient par la lucarne du fournil, à l'arrière. Le toit d'ardoise n'était pas encore pris, mais les vitres de la boutique avaient éclaté, et par les ouvertures, on voyait la lumière rouge lécher les étagères vides. 2 pompiers volontaires arrosaient au tuyau, un 3e déroulait une seconde lance depuis la borne du port. Solène se tenait un peu à l'écart, en robe de chambre à fleurs, un châle jeté sur les épaules, les cheveux gris décoiffés,
le regard fixe. Personne n'était blessé, on l'a pris tout de suite. Elle dormait à l'étage d'à côté, chez sa sœur. Le fournil, en revanche, était perdu. Ce qui frappa Margot, ce ne fut pas le feu. Ce fut le silence. Personne ne parlait. Personne, non plus, ne se tourna vers elle. Elle sentit, à l'instant même où elle atteignit le trottoir, que quelque chose venait de basculer dans le village. Une vieille femme, qu'elle avait croisée 2 jours plus tôt sur le port, croisa son regard, puis baissa lentement les yeux. Un homme mit une main sur l'épaule de son fils, plus dur qu'il n'en avait sans doute conscience. Un bidon d'essence traînait sur les pavés à 3 mètres du seuil. Vide. Étiquette arrachée. Un gendarme le photographiait. Solène leva la tête. Elle vit Margot. Elle ouvrit à peine les lèvres. Elle ne dit rien. Elle regarda ailleurs. Margot fit demi-tour, remonta le sentier des douaniers avec Sable à côté d'elle, ne se retourna pas. Elle savait ce que le village allait penser dans les prochaines heures, et elle savait qu'aucun argument n'y ferait rien. La fille Lefebvre est arrivée. Et voilà. La malchance, en Bretagne, a plus de mémoire que la justice. On dirait qu'elle porte le mauvais œil, la Perrin. On dirait qu'elle traîne des ennuis. On dirait qu'elle a peut-être des dettes. On dirait... 2 jours plus tard, l'affiche apparut à la mairie. Réunion publique, projet touristique de la commune, présenté par le groupe Cormoran. Margot n'y alla pas. Yannick, si. Il revint le soir, la pipe amère, le pas raide. « Il a été bon, dit-il. » Colbert. « Il a été très bon. Il a parlé d'hôtel 4 étoiles à la place du phare, de la route neuve jusqu'ici, de 30 emplois locaux. Il a dit que Solène pourrait rouvrir avec sa boulangerie dans les nouveaux locaux touristiques et que la commune paierait la reconstruction en attendant. Il a même dit que Mathieu Kerouac, qu'il n'a jamais rencontré, pourrait diriger le chantier. Solène a pleuré. Le maire a écouté. 2 ou 3 hommes ont battu des mains. Il se tut, ralluma sa pipe. Il n'a rien dit de toi. Rien de mal, en tout cas. Il a dit qu'il comprenait la douleur de la jeune héritière. C'est pire. Margot baissa la tête. Sable, entre eux, sur le tapis, ne dormait pas. Elle écoutait comme un 3e adulte. Le lendemain matin, une nouvelle lettre recommandée. Maître Vidal, l'avocat parisien d'Hélène, faisait déposer une requête complémentaire au tribunal de Quimper, une expertise judiciaire du phare, afin d'établir la valeur réelle du bien contesté et l'état de conservation, susceptible de fonder une action en indignité contre l'héritière apparente. Coût estimatif de l'expertise, à la charge en cas d'échec de la partie perdante, 4 à 6 000 euros. Margot disposait, tout compte fait, de 230 euros et de 2 jours d'avance sur la fin. Elle s'assit dans le fauteuil de cuir. Elle réfléchit. Elle ne pleura pas. Elle avait pris, quelque part entre la boulangerie en feu et la lettre du matin, la décision de ne plus pleurer une seule fois avant que tout ne fût fini. Elle décida d'aller voir Solène. Elle descendit à midi, la miche de pain rendue de la veille dans un panier, l'idée de dire une phrase simple. La boulangère se tenait devant sa boutique noircie, un balai à la main, à ramasser des morceaux de vitre. Elle vit Margot. Elle serra la manche du balai. Elle ne parla pas. Elle ne recula pas non plus. C'était déjà, peut-être, une forme de courage. Margot voulut ouvrir la bouche. Sur le trottoir d'en face, 2 femmes s'étaient arrêtées. Elle regardait. « Je suis désolée, » dit Margot à voix basse, « pour votre fournil. » Solène hocha la tête à 2 reprises, très lentement, sans lever les yeux. Puis, aussi bas, « Rentrez chez vous, mademoiselle. » Margot rentra. Sable, sur le sentier, ne courait pas devant. Elle marchait à sa hauteur, épaule contre cuisse, comme font les chiens quand ils sentent que leur humain risque de tomber. Elle poussa la porte de chêne. Elle sut immédiatement que quelqu'un était entré. Ce n'était pas une odeur. Ce n'était pas un objet déplacé. C'était l'air, plus froid, comme si l'on avait ouvert et refermé récemment. Elle monta lentement à l'atelier. Sur la longue table, ses feuillets déchiffrés n'étaient de plus dans l'ordre dans lequel elle les avait laissés. 2 lettres manquaient.
Le journal de bord était encore là, mais la couverture avait été ouverte et refermée à l'envers. Rien de vraiment volé. Rien de précieux emporté. Ce n'était pas un cambriolage. C'était une inspection. Sable descendit vers l'entrée, revint aussitôt. Elle grattait le seuil de la porte du couloir. Margot la rejoignit, s'accroupit. Une empreinte de botte, encore humide, se dessinait sur le lino brun. Un dessin de semelle en V, bout rouge de la lande, mêlé d'un peu de sable clair. Un pas d'homme, un 44 au moins. La chienne fixa la trace, releva les babines, gronda longuement, à voix basse, comme si elle se répétait un serment. Le vent tomba au coucher du soleil. Puis, 2 heures plus tard, il se leva de nouveau, mais autrement. Il ne soufflait plus, il roulait. Un ronflement lourd, régulier, qui prenait la falaise de biais et faisait vibrer les vitres de la maisonnette. C'était le second coup de vent de la semaine. On n'avait pas encore de nom pour celui-là. La météo n'en parlait pas. Il s'était formé en moins d'1 heure au large d'Ouessant. La mer se releva. Les vagues, en bas, cognaient contre les rochers avec un bruit sourd de portes qui se ferment. Margot ranima le feu de la cheminée, s'assit dans le fauteuil de cuir, le journal de bord sur les genoux, une tasse de café brûlant à portée. Elle était épuisée. 3 nuits presque blanches. Le sommeil la prit sans qu'elle s'en rendît compte, en travers du fauteuil, la tête basculée sur l'épaule, une main pendante à hauteur du plancher. Sable ne dormit pas. Elle resta assise face à la porte. Ses oreilles pivotaient au moindre bruit. Elle n'aimait pas le vent d'ouest, quand il roulait ainsi. Elle n'aimait pas non plus l'odeur légère, tout à fait légère mais tenace, qu'elle percevait dans le vent depuis un moment déjà. Une odeur d'essence. À 11h30, l'ombre monta le sentier des douaniers. L'homme, en survêtement sombre, capuche relevée, portait un jerrycan de plastique jaune. Il connaissait le chemin. Il ne s'était pas trompé. Il fit le tour de la tour côté mer, versa le liquide contre l'angle du mur nord, remonta ensuite jusqu'à la porte de la maisonnette, en versa devant le seuil. Un briquet, un chiffon, un geste calme. Sable bondit. Elle se rua contre la porte, y frappa des 2 pattes avant, aboya à en réveiller les morts d'un cimetière. Un aboiement grave, ininterrompu, presque hurlant. Margot se réveilla dans un sursaut. Sa première pensée fut pour la chienne. Sa seconde pour l'odeur. Une odeur épaisse, âcre, chimique, qui montait sous la porte. Elle vit, presque en même temps, la lueur. Quelque chose brûlait de l'autre côté du seuil. Elle se leva. Elle voulut ouvrir. Sable se planta contre la porte, épaules appuyées, et ne bougea pas. La chienne savait. Ouvrir eût été un appel d'air. Margot comprit en 1 seconde. Elle recula, prit le manteau de son père, y enveloppa le coffret et le journal, cria à Sable. L'escalier de service vient. Il existait, à l'arrière de la tour, un petit escalier de pierre qui montait autrefois de l'ancienne salle des machines vers le sommet de la lanterne. Aurélien, pour des raisons qu'elle ignorait, l'avait fait murer côté extérieur, mais l'accès intérieur restait ouvert. Elle passa par la petite porte de fer, gravit 3 marches, redescendit par une autre volée à angle droit qui aboutissait à une trappe donnant sur la falaise, derrière la tour, à l'abri du vent. Sable, la précédait, s'arrêtait à chaque palier pour l'attendre, l'attrapait par la manche du manteau quand elle sentait qu'elle ralentissait. Une chienne ne réfléchit pas ces choses, elle les fait. Elles débouchèrent sur la falaise, du côté opposé à l'incendiaire. Le vent leur prit le visage. Sable la fit reculer d'1 mètre, la mit à l'abri d'un pan de mur, puis, sans qu'elle eût rien à dire, la chienne fila sur la droite, contourna la tour à toute allure, silencieusement. Margot entendit un cri d'homme, puis un second, plus court, puis un grognement long, appuyé, celui d'un chien qui tient. Elle contourna à son tour, en courant, pieds nus dans les cailloux. L'homme était à terre, sur le dos. Il avait glissé sur une plaque de goémon frais. Sable le tenait par la manche du survêtement, gueule fermée, immobile, tout son poids en appui sur le poignet du poseur. Elle ne le mordait pas. Elle le bloquait. À 3 mètres du seuil de la maisonnette, un feu léger courait sur le pas de la porte,
mais le vent, coup de chance ou peut-être coup de main, l'avait rabattu vers le muret bas et non contre le battant. Une flaque brûlait au sol. Le chêne, épais, avait tenu. Une lampe de poche apparut au bas du sentier, se rapprocha à grands pas. « Petite !» cria une voix rauque. « Petite, c'est moi !» Yannick. Il montait, sa vieille gaffe de pêcheur en main, alerté par les aboiements de sable qu'on entendait depuis le port. Il grimpa les dernières marches, se pencha sur l'homme au sol, éclaira son visage. Une figure jeune, plate, mal rasée, mâchoire un peu tremblante. Yannick le connaissait. « Toi ?» gronda-t-il. « Tu travaillais pas sur le chantier de la marina à Douarnenez, toi ?» L'homme ne répondit pas. Il cherchait Sable des yeux comme on cherche à hypnotiser un serpent. Margot prit un seau, courut au petit puits derrière la maison, revint 2 fois de suite, éteignit ce qui pouvait l'être. Yannick coupa un pan de laisse qui traînait, ligota les poignets de l'homme dans le dos. « Sable, doucement, » dit Margot en s'agenouillant. La chienne desserra la gueule mais garda le museau à 1 centimètre de la mâchoire du poseur. Il n'aurait pas bougé de 10 centimètres sans y avoir laissé un morceau. Ils attendirent les gendarmes. La brigade de Douarnenez mit 23 minutes à monter. Pendant ces 23 minutes, l'homme se mit à parler. Il parla vite, mal, avec des trous. On lui avait promis 1 000 euros. On lui avait dit que la maison serait vide. On lui avait dit que la vieille dame de Rennes couvrirait tout. On lui avait dit encore une phrase qu'il répéta 2 fois parce qu'il en avait peur maintenant. Colbert m'a dit de ne pas m'inquiéter. Tant que la vieille dame de Rennes tiendrait, tout tiendrait. Yannick ne broncha pas. Il n'était pas surpris. Il tira sur sa pipe. Puis, en regardant Margot, très bas, « C'est la 2e moitié de ton procès qui vient de s'écrire, ma petite. » À l'aube, les gendarmes redescendirent, avec le poseur menotté. Le chef de brigade demanda à Margot si elle souhaitait déposer plainte. Elle dit oui. Il le nota. Il ajouta, avant de partir, sans la regarder, « Vous n'êtes pas la Perrin qu'on croyait, mademoiselle. » Solène monta le sentier vers 7h30. Elle portait un couffin d'osier plein, recouvert d'un torchon blanc plié en 2. Sa robe grise, celle des dimanches, dépassait sous le manteau de laine. Elle avait mis un fichu bleu qu'elle ne mettait jamais qu'à l'église. À côté d'elle, le maire suivait, gêné, chapeau à la main, précédé d'une petite délégation confuse de 3 ou 4 habitants qu'on eût cru emmenés par la Manche. Margot ouvrit la porte. Elle ne se recoiffa pas. Elle avait la marque du fauteuil sur la joue et de la suie sur l'avant-bras. Sable se plaça à sa hauteur, souffla un souffle un peu long, ne gronda pas. Solène s'avança d'un pas. Elle posa le couffin sur le muret bas. « Mademoiselle, » dit-elle d'une voix qui s'accrochait un peu, « je vous ai apporté du pain et une brioche. Une pour vous, une pour votre chienne, et un beurre de baratte de la ferme, Le Gall. » Elle chercha ses mots. Elle ne les trouva pas. Elle prit alors les 2 mains de Margot et les serra très fort, sans rien dire, comme font les femmes bretonnes lorsqu'elles ne veulent pas paraître pleurer. Le maire toussa. Il se lança. « Mademoiselle Lefebvre, je viens vous présenter les excuses de la commune. Nous vous avons mal accueillis. Nous avons cru des choses. Nous avons écouté des gens que nous n'aurions pas dû écouter. Nous avons manqué à ce que devrait être une commune bretonne. Nous nous en excusons. » Il ajouta, presque bas, « Le conseil municipal a voté, hier soir en séance extraordinaire, contre le projet Cormoran. À l'unanimité, moins 2 voix. » Margot inclina la tête. Elle ne trouva rien à dire. Sable, à sa jambe, cligna des yeux longuement, comme un chien qui sait accepter les excuses à la place de ceux qui hésitent. Ils étaient repartis depuis moins d'1 heure quand un autre pas, plus lourd, monta le sentier. Mathieu Kerouac. Casquette plate, ciré usé, maître pliant en bois qui dépassait de la poche. Un vieux marteau de tailleur de pierre attaché à la ceinture. Il avait 68 ans, ne les paraissait pas. Il ôta sa casquette, la tint devant sa ceinture. « On m'a dit qu'il y avait eu le feu, mademoiselle. On m'a dit aussi que le grand-oncle avait laissé quelque chose sous la tour.
Je viens sonder les fondations, si vous permettez. Sans facture. Le patrimoine breton, ça se paye pas. Ça se rend. Le patrimoine, ça se rend. Il ne savait pas ce qu'il disait. Ou peut-être savait-il très bien. Il descendit à la cave avec Margot et Sable. Il posa la main contre le mur ouest, à l'endroit précis où la pierre plate avait été replacée par Margot la semaine précédente. Il ferma les yeux. Il tapota du plat du doigt. Il tapota au marteau, très légèrement. Il déplaça d'1 mètre, tapota encore. Il fit 3 pas de côté, tapota. Il revint. Il colla l'oreille au granit. « Vous avez trouvé une niche, dit-il, non ? » ?»« Oui. »« Vous n'avez pas trouvé ce qu'il y avait derrière. » Elle le regarda. Sable, tout près d'elle, s'était rassise. Le vieux maçon retira son marteau, désigna un point 3 mètres plus au sud sur la même face. La pierre sonne différemment ici. C'est pas plein. C'est un vide, un vrai vide, plus grand qu'une niche. Salle. Chambre plutôt. Creusée dans la roche, scellée à la chaux. Ancien. Vieux comme la guerre, ou plus. Il caressa la pierre de la paume, du bas vers le haut. Mais mademoiselle, faut qu'on fasse vite. La falaise, à cet endroit, elle boit depuis 10 ans. Elle est minée. Aliénor arrive. Elle ne comprit pas. Il expliqua. La tempête Aliénor, annoncée cette nuit sur la façade atlantique, force 11, rafales à 140, plein ouest. Le pan de falaise sous le mur ouest tenait par miracle depuis les orages de novembre. Un coup violent, une seule bonne lame, et le tout partirait à la mer. La chambre creusée avec, si elle donnait vraiment de l'autre côté du mur. « On ouvre cette nuit, dit-il. »« Cette nuit ? Avant l'aube ? Sinon jamais. Ou on ouvre le tombeau, mademoiselle. » Margot serra la main sur la truffe de sable. Elle regarda le vieil homme. Elle regarda le mur. Elle pensa à Léon Aronovitch, à son manteau long, à sa décision prise trop tôt et trop tard à la fois. Elle prit sa décision à son tour. On ouvre. Trouvons-nous du monde. Yannick, prévenu par le maire, monta 1 heure plus tard avec 3 hommes du village. L'un était son cousin, patron pêcheur, épaule d'ours. Un autre, plus jeune, portait dans son sac à dos une masse de démolition et 2 burins forgés. Le troisième, silencieux, apporta seulement une bouteille thermos de café noir et un fanal. Personne ne demanda pourquoi. On avait dit, on ouvre la chambre pour la fille Perrin avant la tempête. Et cela suffisait. Sable, dans un coin, s'était mise à trembler très faiblement. Non de peur, mais de cette tension d'attente qu'ont certains chiens quand ils savent qu'on va franchir un seuil. Elle ne quittait pas Margot d'1 pouce. Dehors, le vent commençait à hurler dans les ajoncs. On entendait la mer se réveiller. À 11h moins le quart du soir, Mathieu leva sa masse et frappa le premier coup contre le mur ouest. La pierre gronda comme un vieux tambour tendu depuis trop longtemps. Les rafales atteignirent 140 km/h vers minuit. La tour, dont on aurait cru que rien ne pouvait la bouger, se mit à répondre au vent d'un tremblement long, un bourdon grave, comme si le granit lui-même chantait bas pour ne pas céder. Les vitres claquèrent dans leur châssis. Une ardoise plus haut se décrocha, glissa, tomba dans la lande avec un bruit sec. La lampe à pétrole que Yannick avait installée sur un tabouret vacilla 3 fois, puis se reprit. Dans la cave, la lumière était plus stable. On avait tendu 2 ampoules alimentées par le petit groupe électrogène que le cousin de Yannick avait descendu du bateau. Les câbles couraient contre le mur, gainé de Chatterton. Sable s'était couché près du pied gauche de Margot, museau appuyé sur la chaussure, refusant obstinément de bouger d'1 centimètre. Elle avait décidé son poste. Elle le tiendrait. Mathieu frappait à cadence lente. Il n'y a rien à gagner à frapper vite, la vieille pierre le sait. 2 coups appuyés sous un angle bas, un déplacement d'un demi-doigt du burin, 2 coups encore. À chaque coup, la vibration montait dans les bras, dans la poitrine, presque jusqu'au cœur. Il ne parlait pas. Il évaluait chaque écaille qui tombait, l'orientation des grains, l'humidité de la couche suivante. Il faisait ce que fait un homme de métier depuis 40 ans, ce qui ne se raconte pas. À 1h30,
Un morceau plus gros céda, découvrit un joint plus tendre, presque friable. Chaud d'origine, dit-il. On est bon. À 2 heures et quart, la première ouverture apparut, de la taille d'un poing. On y passa une lampe. La lumière révéla, à 50 centimètres derrière, un mur second, en pierre sèche, monté à sec, sans mortier. Ce n'était pas un tombeau. C'était une double paroi. Une chambre existait bien. Mathieu et le cousin de Yannick élargirent l'ouverture pierre à pierre, mirent les blocs de côté, avec soin, chacun numéroté à la craie. Le vieux maçon n'admettait pas qu'on saccageât. Il ouvrait comme on lit. À 3 heures moins 10, on put y passer un homme. Margot entra la première. Ce fut Mathieu qui l'aida à baisser la tête sous le linteau irrégulier. La chambre, derrière, mesurait à peu près 2,50 m sur 2, taillée pour partie dans la roche, pour partie maçonnée. Un plafond légèrement voûté. Un sol de terre battue recouvert d'ardoises plates. Une odeur bizarrement neuve, comme si l'air y fût resté prisonnier depuis 1944 sans jamais avoir été mélangé au monde du dehors. Elle éclaira lentement. Contre la paroi du fond, un coffre de cuir bombé, à ferrures anciennes, ceinturé de 2 courroies à boucles en laiton. À côté, 2 boîtes de fer rectangulaires, semblables à des boîtes à archives, portant chacune une étiquette écrite à l'encre brune. À gauche, sur un chevalet de bois grossier, un chevalet fabriqué là, à la main, à en juger par les clous d'époque, dormait, enveloppé d'un drap de coton et d'un carton fort, une toile debout, de la taille d'une porte de placard. Elle s'avança. Sable, qui l'avait suivi, s'assit contre son mollet et refusa d'aller plus loin. Margot ouvrit d'abord le coffre. Elle défit les courroies avec une lenteur que les autres, dans son dos, respectèrent en silence. Le couvercle bascula sans grincer. À l'intérieur, 4 plateaux amovibles. Le premier contenait des papiers d'identité. Une trentaine peut-être. Français, belge, polonais, tchèque. Certains barrés du gros tampon rouge J. D'autres neufs, fabriqués de main d'homme à peine à rose ou à cisoune, prêts à être remplis. Un jeu de faux tampons, encore ancrés, dans une petite boîte de bois. Le deuxième plateau contenait des lettres. Des dizaines de lettres pliées serrées, ficelées par petits paquets, chacune portant en surface un nom au crayon. Des lettres d'adieu. À mon fils David, si un jour. À ma sœur Rachel, qui aura peut-être survécu. À qui voudra bien lire. Léon Aronovitch avait écrit 3 de ces lettres. Il n'était pas seul. Le troisième plateau contenait des bijoux. Rien de spectaculaire. Une bague de fiançailles à monture ancienne. 3 montres de gousset. Un médaillon d'argent ouvert, avec dedans un portrait de femme et une mèche de cheveux. Un collier de perles noires, sans doute de la fin du siècle passé. Des pièces d'or, une trentaine peut-être, non pas des lingots officiels, mais des Napoléons et des souverains d'or, glissés dans de petites bourses de toile brute. Le quatrième plateau, le plus lourd, contenait 2 barres de métal enveloppées dans du chiffon huilé. On sut plus tard que c'étaient 2 petits lingots, discrets, refondus à la maison, gravés d'une seule initiale, A. Personne ne parla. Ce n'était pas de la richesse. C'était de la mémoire mise en dépôt. Une mémoire dont chaque pièce représentait un choix. Ce qu'un homme, au bord de disparaître, avait décidé de sauver plutôt que soi. Margot passa à la toile. Elle défit le drap, souleva le carton fort. Elle éclaira. Un tableau apparut, une huile sur toile, de format assez grand, représentant une femme debout dans un intérieur clair, tenant un violon contre la poitrine, la tête un peu penchée, l'air pensif. Le geste était simple. La lumière était rare. La signature, en bas à droite, se lisait aisément. Nathan Weisberg, 1938. Nathan Weisberg. Peintre parisien, disparu à Auschwitz en 1944. Une toile qu'aucun musée n'avait cataloguée depuis 80 ans. Mathieu, derrière elle, souffla très bas. D'où Jésus. Ils remontèrent une à une les pièces. Le cousin de Yannick portait les boîtes. Yannick lui-même tenait la toile enveloppée dans le drap comme on tient un enfant. Mathieu passa le dernier, la lampe haute. Il fit sortir tout le monde, remonta l'escalier, gagna la maisonnette. Il était 3h55 du matin.
À 4 heures, ils entendirent la falaise partir. Ce ne fut pas un fracas. Ce fut un long soupir, plus grave qu'un tonnerre, un affaissement qui prit 10 bonnes secondes. Un pan entier de la paroi ouest, à l'endroit exact où il se tenait 10 minutes plus tôt, glissa vers la mer, emportant avec lui la voûte de la cave, une partie du mur qu'ils venèrent de percer, 2 pierres numérotées à la craie et un tas de gravats vieux de 80 ans. Sable s'était mis à gronder 30 secondes plus tôt. C'est ce grondement qui avait fait reculer Mathieu, qui hésitait encore devant la trappe. Il ne l'oublierait pas. Personne ne parla pendant un long moment. Yannick posa la toile enveloppée contre le mur de la cuisine, s'assit lentement, se rendit compte qu'il tremblait. Il avait 80 années d'histoire dans le corps, en comptant celle de son père. Il n'avait jamais eu si peur. À l'aube, la tempête tomba d'un coup, comme si Aliénor s'était couchée. Le vent devint doux. Une lumière grise et propre entra par les vitres. Margot avait passé 2 heures à trier les papiers d'identité. Elle avait trouvé, dans la 3e liasse, une lettre au crayon, signée Léon, datée de janvier 1944. La lettre n'était pas codée. Elle indiquait, à l'intention de Joseph Perrin, une adresse à Londres, une seconde adresse à Manchester, et un nom, un seul, à contacter en dernier recours. Ma sœur, Malka Aronovitch, épouse Blumenthal, si elle est vivante. Sinon, mon fils David. Elle chercha David Aronovitch dans un annuaire que Yannick lui apporta du bourg, prêté par sa petite-fille qui tenait la médiathèque. 3 David Aronovitch en France. Un à Paris, 16e arrondissement, un à Sarcelles, un à Toulouse. Elle recoupa avec la date de naissance 1940. Le premier collait. À 7h30, elle composa le numéro. Il sonna 3 fois. Une voix ancienne, brève, avec cette diction précise des Parisiens de l'ancien monde, répondit « Allô ?» Elle voulut parler. Elle ne trouva pas d'attaque. Elle finit par dire, un peu maladroitement, « Bonjour. Excusez-moi. Je m'appelle Margot Lefebvre. Je vous appelle depuis un phare, en Bretagne. Le phare de la Louve, à Pennard-Rose. » Il y eut un silence. Un très long silence. Puis, plus bas encore. « Vous avez dit Perrin ?» Le gardien s'appelait Perrin. Le train de Paris-Montparnasse arriva à Quimper 3 jours plus tard, à 15h02. Il faisait ce ciel bleu pâle que la Bretagne ne se permet qu'à l'entrée de l'hiver, un ciel lavé où quelques nuages hauts filaient sans se presser. Margot attendait sur le quai avec Yannick. La chienne, couchée à ses pieds, ne quittait pas la sortie des yeux. Ils descendirent les derniers. Un homme âgé, grand, très droit malgré son âge, cheveux blancs coupés courts, un pardessus sombre et une écharpe grise, appuyés sur une canne à pommeau d'ivoire. Il avait 84 ans. Il tenait par le coude une femme de 50 ans qui devait être sa fille. Derrière eux, un homme jeune, la trentaine, teint clair, kippa noir, sac de cuir en bandoulière, qui devait être un petit-fils. David Aronovitch fit 3 pas sur le quai. Il regarda Margot. Il regarda Sable. Il regarda longuement Yannick, comme s'il essaya de reconnaître, à travers un vieux pêcheur breton, un homme qu'il n'avait jamais vu que dans une lettre. Il finit par sourire, un sourire lent, un peu tordu, qui creusait toutes les rides de son visage à la fois. « Mademoiselle Lefebvre, dit-il d'une voix un peu voilée, je vous remercie d'avoir cherché. » Il ne serra pas la main. Il posa la sienne un instant sur celle de Margot, en la retenant 2 secondes de plus qu'il n'en fallait pour un salut ordinaire. Puis il tourna les yeux vers Yannick. « Vous êtes le petit-fils » Yannick sourit du coin de la lèvre. « Non, monsieur. » Le pêcheur. David hocha la tête, comme si cette réponse-là aussi lui allait. Ils remontèrent tous ensemble à Pennard-Rose. Solène avait fermé la boulangerie pour l'après-midi. Elle avait préparé, dans le petit salon au-dessus, une table longue, 3 nappes brodées, un service en faïence de Quimper que sa grand-mère lui avait laissé, et 2 miches de pain de campagne encore chaudes sur la planche. Le maire était là, casquette à la main, ainsi que Mathieu Kerouac, la casquette également, et 3 vieilles femmes du bourg qui avaient tenu à venir, on ne savait plus très bien à quel titre, sauf celui d'avoir connu Joseph Perrin de leur vivant et de vouloir voir, de leurs yeux, un descendant d'Aronovitch entrer dans le phare de la Louve.
Ils montèrent au phare à pied, doucement, à cause de la canne du vieil homme. Sable, qui pourtant n'aimait guère les inconnus, marchait à la hauteur de David sans qu'on eût rien demandé, l'épaule à peine effleurant le par-dessus, comme si la chienne avait choisi son escorte. Le vieux monsieur ne dit rien de tout le chemin. Il regardait la lande, il regardait la mer, il regardait la tour grise qui grandissait au bout du sentier. Une fois, une seule, il porta la main à ses lèvres, très brièvement, et l'écarta aussitôt. Devant la porte de chêne, il s'arrêta. Il posa la paume à plat contre le bois, sans peser, comme on touche la joue d'un dormeur. Il ferma les yeux quelques secondes. Puis il rouvrit et dit, d'une voix qui ne tremblait pas, « Merci, mademoiselle. Mon père savait à qui il confiait. » Margot ne trouva rien à répondre. Elle poussa la porte. Le salon avait été dégagé. On avait tendu sur la longue table de chêne un drap blanc bien repassé. Sur ce drap, disposé avec la lenteur qu'exige tout ce qui a longtemps attendu, se trouvait le coffret de cuir bombé, les 2 boîtes de fer, la toile enveloppée du drap pliée en équerre et, à part, le carnet à couverture cuir, ouvert à la dernière page. Yannick avait allumé le feu. Il craquait doucement dans la cheminée, sans forcer, comme un feu qui sait qu'il n'est pas la vedette. David s'assit dans le fauteuil de cuir usé, celui d'Aurélien, sans avoir demandé. Sa fille se plaça derrière lui, une main sur son épaule. Le petit-fils resta debout, un peu à l'écart. Margot prit sur la table le premier objet, le médaillon d'argent ouvert. Elle le tendit sans un mot. David le prit. Il regarda le portrait à l'intérieur pendant un temps très long. Il le referma. Il porta le médaillon à ses lèvres. Il le posa sur son genou. « Ma mère, dit-il très bas. Je n'avais qu'une photographie d'elle. J'en aurai 2. Elle lui remit ensuite les lettres, une à une. La première, celle qui portait au crayon sur le pli l'inscription « À mon fils David, si un jour ». Il ne l'ouvrit pas. Il posa la main dessus. Il dit « Je la lirai chez moi ». Elle lui remit les papiers d'identité, dont il examina chaque nom avec la précision d'un homme qui a appris à lire les listes comme d'autres lisent les livres. Il retrouva, sur une carte grise usée, une écriture qu'il connaissait par cœur pour l'avoir cherchée 80 ans. Il ferma les yeux. Il ne pleura pas. On ne pleure plus, à 84 ans, sur les choses qu'on a portées si longtemps. On respire une fois, un peu plus lentement, et cela suffit. Margot lui remit les bijoux, les pièces d'or, les 2 petites barres à l'initiale A. Elle lui remit enfin la toile de Nathan Weisberg, dont David, en écartant le drap, souffla seulement « La cousine de mon père. Elle jouait, en effet. On ne l'a jamais retrouvée. » Elle lui tendit alors une lettre qu'elle avait mise à part. Une lettre que Léon avait glissée au fond du coffre, adressée non pas à sa famille, mais au gardien du phare. Elle disait, en substance, que si un jour un membre de la famille Aronovitch venait à recouvrer le dépôt, une part convenue devait revenir à celui qui l'aurait fidèlement gardé, à lui ou à ses descendants, car un homme qui garde pendant que d'autres oublient a droit au pain de ceux qui la nourrit. Léon avait chiffré cette part. 1/10. Pas plus, pas moins. David lut la lettre debout. Il la relut assis. Il la tendit à sa fille, qui la lut à son tour. Il regarda Margot longuement. « Mon père a écrit cette phrase, dit-il. Ce sera fait, mademoiselle. Ce sera fait. Et selon les termes exacts. Le reste, je le ramène à Paris, à Jérusalem, et à ceux à qui cela doit encore revenir. La toile ira au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Elle y sera exposée avec le nom du peintre, celui de sa cousine et celui de Joseph Perrin, et celui d'Aurélien, et le vôtre, mademoiselle, si vous le permettez. » Elle ne le permit pas. Elle demanda que seuls les 2 premiers noms figurassent sur la plaque. David inclina la tête, comme s'il avait attendu cette réponse-là. Les choses allèrent plus vite ensuite, du côté du monde. Le préfet, saisi par le sous-préfet de Quimper lui-même après la découverte, prit un arrêté d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dès la semaine suivante. 3 mois plus tard, le phare de la Louve était classé monument historique de la Résistance, avec mention spéciale au titre des passeurs bretons de l'occupation.
Le dossier du groupe Cormoran s'effondra d'un seul bloc. Bertrand Colbert fut mis en examen pour incendie volontaire, tentative d'homicide, corruption d'agents publics et association de malfaiteurs. Le petit poseur avait parlé longtemps en gendarmerie de Douarnenez, et il avait donné des noms, des dates, des sommes. Hélène Rocher fut, quant à elle, poursuivie pour faux en écriture et tentative d'escroquerie à la succession. L'expertise graphologique du codicille miraculeux d'Étienne fut reprise à Paris, cette fois par un expert non désigné par les parties. La conclusion tomba comme une pierre dans un puits sec. Le codicille était faux. Maître Vidal, avocat au barreau de Paris, se retira du dossier avant même que ne s'ouvrît le procès. Margot ne fut pas convoquée pour venger. Elle fut convoquée pour dire simplement ce qui s'était passé. Elle le dit dans la salle grise du tribunal de Quimper, sans hausser la voix, sans regarder Hélène. Elle ne lui adressa pas non plus la moindre parole en dehors du prétoire. Ce silence-là valait mieux que n'importe quel jugement. L'hiver passa, puis le printemps, puis un premier été. L'atelier du premier étage rouvrit à la Saint-Jean. On avait remis la longue table sous la fenêtre, changé la loupe articulée pour une plus récente, gardé la petite presse en fonte peinte en noir, gardé les pinceaux d'Aurélien alignés du plus large au plus fin, comme dans un tableau. 2 apprentis vinrent, 2 jeunes du bourg, une fille de 17 ans qui venait de rater son bac et un garçon de 22 ans qui revenait de l'armée sans savoir quoi faire d'un dimanche. Margot leur montra à préparer une pâte de comblement. Elle leur montra à respirer lentement pour ne pas soulever la poussière des vieux documents. Elle leur montra à dessiner un compas à 4 pointes en marge, sans leur dire encore ce que cela voulait dire. Ils apprendraient. On a le temps. Le rez-de-chaussée fut aménagé en petit musée, 3 pièces seulement. Des photographies encadrées, agrandies avec soin, dont celle du manteau long, celle du gardien Joseph Perrin en 1938 au pied de la tour, celle d'Aurélien à 20 ans en costume de chasseur alpin. Des reproductions de lettres, mises sous verre, avec à côté la traduction. Une vitrine centrale, sobre, un livre ouvert à la dernière page du journal de bord, une pancarte de bois où l'on avait fait graver au fer chaud, sans commentaire, sans point d'exclamation, sans date de conclusion, la seule phrase qu'Aurélien avait laissée pour ceux qui viendraient après. Le vrai trésor n'est pas ce qui brille, c'est ce que l'on rend. L'entrée était gratuite. Sable dormait à l'accueil. Un soir de la fin juillet, alors que l'air tenait encore la chaleur du jour, on se retrouva sur le seuil. Yannick était assis sur le banc de granit à côté de la porte, la pipe au coin des lèvres, comme s'il n'avait jamais fait autre chose de sa vie. Solène montait le sentier, le pas moins raide qu'à l'automne, un couffin sous le bras. Elle en sortit une galette encore tiède, enveloppée dans un torchon à carreaux bleus, et un petit pot de rillettes de sardines. Mathieu suivait, casquette à la main, maître pliant dépassant de la poche, comme toujours. Le maire, qui remontait rarement à cause d'un genou fatigué, avait tout de même fait l'effort et arrivait 10 minutes plus tard, en s'excusant. Ils ne dirent rien de particulier. Ils s'assirent. La brise venait de la mer, tiède, salée, chargée d'une odeur d'iode et de foin coupé. Une mouette passa, cria une fois, disparut derrière la lanterne. La lanterne, justement. À 22h17, exactement à l'heure officielle du service désormais rendu, la lanterne du phare de la Louve, réhabilitée par les phares et balises au titre de la signalisation patrimoniale, se remit à tourner. Un faisceau blanc long, un temps mort, un faisceau blanc long, un temps mort. Le rythme des vieux pinceaux de lumière, celui qu'avait reconnu Joseph, puis Aurélien, celui que David Aronovitch avait cherché depuis un port anglais en 1944, en se demandant si son père le voyait aussi. Le faisceau balaya la lande, effleura la jonc, glissa sur les casiers empilés au port, remonta la côte, alla se perdre au large. Margot le regarda tourner. Elle ne dit rien. Elle avait la tache d'encre brune au pouce droit, celle qui ne partait jamais, et elle avait, au cou, le médaillon de sa mère à côté d'une petite médaille de bronze remise par le ministère, qu'elle ne portait presque jamais, mais qu'elle avait mise ce soir-là parce que Solène lui avait dit qu'il fallait. Elle rentra la première. Sable la suivit. Le feu, à l'intérieur, brûlait bas, un feu d'été, plus pour la compagnie que pour la chaleur. La chienne alla se coucher devant, à sa place,
celle qu'elle avait choisie dès la première nuit et qu'elle n'avait plus quittée depuis. Elle ferma les yeux à demi. Elle avait 7 ans à peu près, désormais. Elle grisonnait un peu au museau. Margot s'assit dans le fauteuil de cuir usé. Elle regarda le feu. Elle regarda la chienne. Elle entendit dehors la voix basse de Yannick qui expliquait quelque chose à Mathieu, et le rire discret de Solène. Et la mer, très loin en dessous, qui respirait comme respire une mer d'été. Elle comprit à cet instant, sans avoir besoin de se le formuler, qu'elle n'avait pas hérité d'une ruine. Elle avait hérité d'une place au monde. La lanterne tourna encore une fois. Sable soupira dans son sommeil. Le feu craqua doucement, comme un feu qui sait qu'il peut, à présent, brûler jusqu'au matin.